Je m'appelle Julien Mutin. J'ai découvert qu'un de mes prédécesseurs partageait la même passion que moi pour l'Égypte. X tous les deux, c'est-à-dire polytechniciens, nous avons le même âge, mais à 2 siècles de distance. De la promotion 1796, Édouard de Villiers du Terrage se fera connaître sous le nom de Villiers. Lui a suivi Bonaparte durant la campagne d'Égypte. Il a fait partie de ce groupe de savants qui ont changé un échec militaire en une formidable aventure scientifique. Cet ouvrage monumental, la description de l'Égypte, précieusement conservée à l'Assemblée nationale, est un peu la mémoire de cette incroyable aventure. De Villiers y a collaboré en dessinant plusieurs de ces plans gigantesques. Quel dessin et quel destin pour ce jeune ingénieur imprégné des idées révolutionnaires qui va découvrir l'une des plus belles et des plus mystérieuses civilisations du monde. Mais quelle trace a laissé l'équipée de Bonaparte et de ses savants en Égypte ? Qu'est-ce qui pousse le directoire à décider une opération si lointaine? Pourquoi l'Égypte? Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. L'expédition d'Égypte, c'est une expédition militaire. Avant toute chose, il s'agit de combattre les Anglais, et comme on ne peut pas les combattre en Angleterre, eh bien on les combat en Égypte. On prend l'Égypte. Mais on ne va pas présenter cette expédition comme une occupation banale. On ne va pas occuper l'Égypte, on va aller libérer le peuple égyptien de la tyrannie des Mamelouks. Et en plus, on va aller lui apporter la civilisation. Plus exactement, on va aller lui rapporter la civilisation. Puisque l'Égypte est considérée, à l'époque, par les Français, comme la mère, la source de civilisation. Et finalement, on va aller faire une expédition scientifique, c'est dans l'esprit du temps, ce sont les voyages savants, et puis Bonaparte veut donner un statut à son expédition. Bonaparte se prend pour Alexandre. Alors il s'entoure de toute une pléiade de savants, d'artistes, il emmène avec lui une encyclopédie, il va aller déchiffrer l'Égypte et la révéler au monde. C'est tout ça l'expédition d'Égypte. J'ignorais avant cette exposition que des élèves de Polytechnique avaient participé à l'expédition d'Égypte. 47 pour être précis, dont 9 trouvèrent la mort. Ce qui me frappe le plus, c'est leur côté tête brûlée. Ils n'ont pas encore 20 ans et ils se portent volontaires pour une destination tenue secrète. Ce goût du grandiose ne fait plus recette aujourd'hui, même si la devise de l'école demeure « Pour la patrie, les sciences et la gloire ». La jeune école polytechnique est en 1798 l'héritière des Lumières et des idéaux de la Révolution. Elle dispense divers enseignements de génie civil, comprenant des cours de construction, de fortification et d'hydrologie, ainsi que des leçons de dessin et de cartographie. La géométrie tient en effet une place importante sous l'influence de Monge, professeur de mathématiques. Muni de cette formation, De Villiers peut rejoindre les savants de l'expédition en qualité de géomètre. Là-bas, pendant plus de 3 ans, il va tenir un journal. Il observe, annote, dessine, fixant sur le vif les détails de son aventure. En lisant son journal, il me semble entendre sa voix. Peu à peu, le bruit se répandit dans Paris qu'il se préparait une nouvelle campagne. De suite, je ne sais trop pourquoi, on la supposa lointaine, bien que son but fût un mystère pour tout le monde. Quelle que pût être la destinée de cette expédition, on comprendra que l'aventure qu'elle représentait devait facilement monter la tête à des jeunes gens qui ne rêvaient que de se signaler. Je n'avais pas encore 18 ans et j'étais élève à l'école polytechnique. Nous demandâmes, avec 5 professeurs et une quarantaine de nos camarades, à faire partie de cette expédition. Alors Bonaparte est très ambitieux. Bonaparte aimerait emmener avec lui en Égypte les plus grands savants
tout l'institut, au fond. Il veut emmener tout le monde, mais il ne veut pas dire où il va. Deux hommes sont quand même dans la confidence, Monge, le mathématicien, et Berthollet, le chimiste. Ce seront les recruteurs en chef qui vont à leur tour recruter des gens comme Fourier à l'école polytechnique, Dolomieu par exemple, le géologue, Comté, un inventeur génial, certains connus et quinquagénaires comme Vivant Denon, cet esthète, d'autres plus jeunes comme Jollois, Villiers du Terrage, mais qui se feront un nom plus tard. Le général Berthier me délivra un passeport signé de sa main sous la qualification de géomètre, à la suite de laquelle M. Fourier écrivit adjoint, petite faiblesse d'un homme supérieur. 200 ans après Villiers, quasiment jour pour jour, je mets à mon tour le cap sur l'Égypte. Je partis de Paris dans la meilleure diligence d'alors, le premier floréal de l'an 6. Pour arriver à Lyon, nous avons mis 92 heures. Le lendemain, nous sommes montés dans un bateau-poste. Nous avons longé les côtes du Rhône les plus célèbres. À Condrieu, Costaz fit une provision de vin qui égaya beaucoup le voyage. Le 11 floréal, nous avons quitté Marseille. Le chemin par lequel une seule voiture peut passer est bordé de rochers à pic et quelquefois en surplomb. Au sortir de ce chemin, on débouche sur la mer et en peu de temps on arrive à Toulon. J'apprends que ma destination comme embarquement est pour le Franklin. Un vaisseau à 2 ponts de 80 canons qui sort pour la première fois. L'arrivée de Bonaparte galvanise les troupes. L'embarquement des hommes et le chargement du matériel se poursuivent fébrilement les jours suivants. Le 30 floréal, le vent devient favorable. L'aventure commence enfin. La flotte est composée de 54 unités de guerre et de 280 navires de transport. Il est vrai qu'en tout, il y a près de 50 000 hommes. Le 11 prairial, nous marchons bien et longeons la Sardaigne. Notre convoi est mieux réuni qu'il ne l'a jamais été. Le spectacle de la flotte est superbe. Un vaisseau derrière nous fait le signal d'un homme à la mer. On n'a pas pu le sauver. Le 21 prairial, nous approchons de Malte. Bonaparte demande à entrer dans le port pour faire de l'eau et des vivres. Sur un refus formel du grand maître, le débarquement est décidé. Et on met aussitôt des chaloupes et les canots à la mer. L'affaire a été entièrement bouclée sur le plan diplomatique avant même l'arrivée sur Malte. Officiellement, les chevaliers ont esquissé une défense. Il faut savoir que de l'intérieur, c'était totalement miné. Une partie des chevaliers français étaient acquis aux idéaux de la Révolution. Et surtout, le grand maître, l'allemand Van Hompesch, était tout simplement acheté. Le 30 prairial, on annonce que nous allons partir. Plusieurs vaisseaux de l'escadre sont à la voile. Nous sommes 110 dans une chambre de 30 pieds en carré. Et quelle société, quel tapage infernal. Mais ce qu'il y a de désagréable au suprême degré, c'est l'eau qu'il faut boire, noire et puante à faire reculer. À bord de l'Orient, en pleine mer, le général réunit ce qu'il appelle son institut. En fait, il réunit les grosses têtes qui sont là, les savants, le général Caffarelli du Falga qui commande la commission des sciences et des arts, le groupe de tous les savants, entre guillemets, et puis des généraux, des militaires. Et alors le général en chef lance une question, même volontiers provocatrice, et puis il excite les uns et les autres à donner la réplique, jusqu'au moment où il trouve que ça va comme ça, et tout le monde va se coucher. Chacun, évidemment, après Malte, commence à se demander sérieusement quel sera le but de l'expédition, et le général rédige sa fameuse proclamation à l'armée. La première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre. Alors là, tout le monde comprend. Alexandre, c'est Alexandrie, évidemment. Donc Alexandrie, c'est l'Égypte. Mais cette proclamation, qui a été préparée et imprimée à bord de l'Orient, ne sera lue finalement à bord des bateaux que 3 jours seulement avant l'arrivée en Égypte.
toutes les hypothèses ont été émises. Ce qui est intéressant, c'est que les Anglais aussi ont émis ces hypothèses et que les services secrets anglais ont été blousés puisqu'ils n'ont jamais cru que la France allait attaquer l'Égypte. En Méditerranée, il y a une course-poursuite absolument étonnante. Que Nelson part à la recherche des Français et dans la nuit du 22 au 23 juin, il croise par temps de brume la flotte française, c'est-à-dire il coupe dans l'arrière la flotte française, il passe dans le sud, il prend la route la plus directe pour Alexandrie. Et ce qui fait que Nelson, qui va très vite, arrive avec 2 jours d'avance sur la flotte française. Le 9 Messidor, les côtes égyptiennes se profilent enfin. Nous nous dirigeons sur Alexandrie. La flotte anglaise a quitté le port la veille au soir. Le matin du 13 Messidor, on commande le branle-bas. Dans la nuit, l'ordre arrive enfin de faire débarquer les troupes. Une compagnie de la 75e descend à terre. La mer est forte, la côte semée de rochers. Heureusement, nos troupes sont débarquées à l'abri du vent, dans l'anse du Marabout, à 2 lieues environ à l'ouest de la ville. On entend une vingtaine de coups de canon. La ville est prise à 9 h du matin. 2 brèches ont facilité l'assaut. Le général Kléber a été blessé à la tête et le général Menou en plusieurs endroits. Chaque partie peut avoir perdu 150 hommes. Mais Bonaparte sait se montrer clément. Comme pivot de sa politique orientale, il s'appuie sur les notables et sur les oulamas, les chefs religieux, qui conservent l'exercice de la justice. Mais ceux qui se montreront hostiles verront leur village brûlé. Comme Villiers, mon voyage commence par Alexandrie. Par rapport à son journal, je réalise d'emblée que tout a changé. La grande mosquée que Bonaparte avait transformée en hôpital est redevenue un lieu de prière. Le port aussi s'est métamorphosé. C'est ici qu'est arrivée la flotte française, et c'est d'ici qu'elle est repartie, 3 ans après, avec des savants abattus et une armée défaite. Mais au fond, 2 siècles plus tard, que reste-t-il de l'expédition d'Égypte ? Cela dépend ce que vous entendez par que reste-t-il. Sur le plan matériel, rien, ou à peu près rien. Les Français n'ont pas beaucoup construit, ils n'ont pas laissé de traces de leur passage. L'expédition d'Égypte a été un événement exceptionnel, mais de courte durée. Qu'on le tienne pour le moment inaugural de la modernité, ou qu'on le tienne pour un prototype de la colonisation ou de l'impérialisme du XIXe siècle, l'événement est très fortement marqué dans les perceptions, dans les consciences, dans ce qu'on pourrait appeler la mémoire collective égyptienne. En regardant la baie, je constate que les promoteurs immobiliers ont laissé en Égypte une trace bien physique de la modernité à l'européenne. La Riviera égyptienne n'a rien à voir avec l'idée que je me faisais de la cité d'Alexandre. Pourtant, Alexandrie fait partie de ces villes mythiques dont le nom même est toute une promesse. Promesse tenue lorsque je pénètre le cœur de la ville qui, lui, est bel et bien oriental. On y trouve cet aspect chaotique des choses vendues pêle-mêle, cette ambiance de marché, de souk, l'odeur des épices, la poussière, le bruit. Le fort de Kedbé est construit sur l'emplacement du fameux phare d'Alexandrie. Aujourd'hui, cette forteresse du XVe siècle est transformée en musée. Un bien grand mot pour les rares vestiges de l'expédition qui s'étalent dans les vitrines, dont cette lettre de Caffarelli.
Si les anciens remparts d'Alexandrie ont quasiment disparu, la colonne Pompée, elle, se dresse toujours sur la ville, de toute sa hauteur. Quelle en est la mesure exacte? Voilà une devinette dont les sphinx, fidèles gardiens, taisent jalousement la réponse. Pour mesurer la colonne, les savants firent parler leur imagination. À l'aide d'un cerf-volant, ils amenèrent une corde au-dessus du chapiteau, ce qui permit à un mousse d'y grimper. Mesurer alors le monument avec un fil à plomb n'a été qu'un jeu d'enfant. 28,75 m précisément. Les Français vont se répartir en 3 groupes. Il y a ceux qui restent à Alexandrie avec Kléber qui est blessé, ceux qui vont aller à Rosette avec le général Menou, et puis Bonaparte, lui, décide d'aller très vite à la conquête du Caire. Le 7 juillet, avec son état-major, mais aussi en compagnie de Monget-Berthollet, Bonaparte prend la route du désert le long du canal d'Alexandrie. Le chenal est à sec en cette période de l'année. Il lui indique la direction du Nil. 2 mois plus tard, la crue salvatrice aurait peut-être épargné à l'armée certains tourments. Mais le delta submergé aurait rendu impossible la progression des troupes. Aujourd'hui, le barrage d'Assouan délivre l'eau en permanence à tous les canaux du pays. Ainsi irrigués, les terres ont, depuis cette époque, remplacé le désert qu'a dû traverser la plus grande partie de l'armée française. Les militaires, qui étaient mal équipés pour ce climat, ont livré un combat inhabituel pour eux. La chaleur, le sable, la soif et leur lourd pactage transformaient cette épreuve en véritable calvaire, d'autant que les retardataires étaient tués sur place. Certains soldats se suicident, se brûlent la cervelle. Et au milieu de tout ça, Monge et Berthollet s'intéressent à ce qu'ils voient. Alors Monge étudie les mirages, étudie et fera une communication, d'ailleurs, quelques semaines plus tard au Caire, une communication célèbre. Alors les soldats voient ces 2 savants fureter, alors qu'eux souffrent le martyre, et se disent, après tout, si nous sommes là, c'est à cause des savants. Jusque-là, c'était les officiers qui étaient contre les savants, et là, ça sera toute l'armée française qui sera contre ces savants qui nous ont entraînés là. Le 8 juillet, Bonaparte rejoint à Damanour la division de Dezay qui est partie en avant-garde. Et là, il trouve les généraux et les hommes de troupes au bord de la révolte. Difficile de m'imaginer ce qu'a pu être à l'époque Damanour, ce village désolé, perdu au milieu du désert, entre le Caire et Alexandrie. L'armée arrive enfin au Nil. À Ramanier, l'armée peut boire tout son sou, les soldats ramassent les pastèques et s'engorgent jusqu'à se procurer des dérangements intestinaux caractérisés. Et puis, Bonaparte attend 24 heures parce que, par le Nil, arrive une flottille qui vient du delta, de la rive de la mer, et qui rejoint l'armée. En Égypte, officiellement, le pouvoir appartient à l'Empire ottoman, donc à la Sublime Porte, mais depuis 2 siècles, l'Égypte est quasiment indépendante, elle est sous la férule des Mamelouks, ce sont des esclaves, des soldats esclaves originaires du Caucase, qui sont régis par 24 bey. Les 24 bey sont sous la tutelle de 2 bey, d'Unbira, Ibrahim ayant le pouvoir administratif et Mourad plutôt le pouvoir militaire. Bonaparte se présente comme le sauveur de l'Égypte, et il a le cynisme de se présenter comme le bras armé de l'Empire ottoman, venant rétablir l'ordre en Égypte, au nom de la Sublime Porte. Les Mamelouks, ce sont des cavaliers très bien armés, ils transportent avec eux tout un arsenal. Ils ont des sabres qui sont capables, dit-on, de couper en l'air d'un revers un voile de soie qu'on jette. Ils ont une carabine, ils ont des pistolets, des poignards, ce sont de véritables arsenaux ambulants. Le premier affrontement sérieux contre les Mamelouks se déroule en aval de Tchebreïs. C'est un combat à la fois naval et terrestre. Sur le Nil, les chaloupes canonnières des Mamelouks coulent 2 bateaux de notre flottille. À l'abri d'un coude du fleuve, les batteries de Mourad Bey peuvent ajuster les embarcations qui émergent de la brume matinale.
À leur bord se trouvent quelques savants que Bonaparte a cru protéger. Sur le pont du bateau, Monge se bat comme un grognard, tandis que Berthollet remplit ses poches pour couler à pic au cas où il tomberait entre les mains de l'ennemi. Sur Terre, Bonaparte se demande comment il va réduire cette cavalerie, si imposante par rapport à ses fantassins. Très vite, l'image d'une digue de rochers s'opposant à l'assaut des vagues lui vient à l'esprit. Et il prend aussitôt sa décision. L'armée française adopte pour la première fois la formation en carré. Le futur Napoléon s'en servira plusieurs fois durant l'expédition d'Égypte, comme dans la plupart de ses campagnes. Dans les angles, on met l'artillerie, des pièces légères qui manœuvrent avec les carrés. Sur chacune des faces de l'infanterie, sur plusieurs rangs, tenant son fusil en joue, attend l'adversaire. Et au milieu, tout ce qu'on veut protéger, les stocks de munitions, le drapeau, les savants et les ânes. Dans toutes les occasions ultérieures, on criait « les hommes en carré, les ânes et les savants au milieu ». À Alexandrie, le 8 juillet, Villiers reçoit l'ordre de partir pour Rosette avec 20 de ses camarades de promotion. Sont aussi du voyage Gérard, Jollois et Villottot. Je m'embarque à 4 heures sur une bombarde. Le 21 Messidor, nous doublons le cap d'Aboukir. Il y a là un fort dont la division Kléber, commandée par Dugas, s'est emparée sans coup férir. Puis, nous arrivons en face du Nil. Notre capitaine reçoit l'ordre de nous transborder dans une chaloupe canonnière. Dans ces transbordements et déménagements multipliés, plusieurs d'entre nous ont déjà perdu leurs effets. La chaloupe entre non sans peine ni danger dans le Nil, en franchissant la barre appelée Bogaz. Aujourd'hui, la rencontre du Nil et de la Méditerranée est beaucoup moins spectaculaire. Mais ici encore, c'est la symbolique du lieu qui compte. Et en effet, il y a quelque chose de fort à remonter le plus long fleuve du monde sur ses derniers mètres. J'imagine que Villiers a ressenti ici la même exaltation. Notre canonnière remonte à pleine voile. Sur la rive droite, nous remarquons quelques habitations et un village. Ici, comme à Alexandrie, on est dévoré par d'innombrables insectes. Pour dire vrai, nous ressemblons tous à des relevants de petites vérolles. N'ayant pu trouver de logement en ville, nous couchons sur le pont du bateau. Le lendemain, je traverse le Nil à la nage. Il a ici une largeur de 600 mètres environ. L'eau est bourbeuse et on est piqué par de petits poissons armés de nageoires terminées en pointe très aiguës. Ce qu'ignorait de Villiers à l'époque, c'est que l'un de ces poissons, le polyptère bichir, totalement inconnu en Europe, allait permettre à Geoffroy Saint-Hilaire de démontrer que l'organisation anatomique est la même chez tous les vertébrés. Geoffroy Saint-Hilaire est un jeune naturaliste quand il part avec Bonaparte et qui va vraiment faire ses armes en Égypte, qui va se passionner pour toute la faune égyptienne. En fait, même si Geoffroy Saint-Hilaire naturalisera de nombreux volatiles qui ne résisteront pas au climat, c'est surtout son collègue Savigny qui s'occupera des oiseaux. À leur retour en France, une sombre querelle les opposera quant à leurs contributions respectives. Dans la description de l'Égypte, Geoffroy Saint-Hilaire se verra attribuer les mammifères, les reptiles et les poissons, Savigny, les invertébrés et les oiseaux. Je suis d'abord frappé par l'architecture si particulière de Rosette. Je n'ai rien rencontré de semblable en Égypte. Geoffroy Saint-Hilaire, Fourier, Gérard, Villiers et son grand ami Jollois, également polytechnicien, ont habité ici, dans ces maisons du XVIIIe. Dans ce salon de musique, dit la chambre des chansons, les hommes se laissaient divertir par les chanteurs et les musiciens. Quant aux femmes, elles empruntaient cet escalier caché pour assister au spectacle d'en haut, derrière leur voile.
Ce joueur de rababa, comme d'autres musiciens aux instruments étonnants, était une véritable aubaine pour Villotto. Villotto, c'était l'ethnomusicologue de l'expédition. Ancien musicien ambulant, engagé dans les dragons, il avait abandonné la soutane avant de rejoindre les chœurs de l'opéra. Pendant que la plupart des savants patientaient à Rosette, l'armée française remontait lentement la vallée du Nil. Dans la matinée du 2 Thermidor, l'avant-garde aperçut les pyramides. Et le soir, Bonaparte apprit que les Mamelouks de Mourad Bey étaient retranchés à Mbabé, village de la rive gauche. Les troupes d'Ibrahim Bey se tenaient sur l'autre rive. À l'aube de la bataille des pyramides, Bonaparte galope sur le front des troupes qu'il a formées au lever du soleil en carré et passant de l'un à l'autre prononce la phrase célèbre « Allez !» et rappelez-vous que du haut de ces monuments, 40 siècles vous observent. Alors c'est un mot historique, comme tous les mots historiques, il a été contesté ou enjolivé. Certains ont dit « c'est pas vous observe, c'est vous contemple ». Et il y a un témoin qui ajoute même « c'est pas seulement vous contemple, c'est vous contemple » et vont assister à votre victoire. Les carrés d'Euzé et Régnier s'avancèrent rapidement sur Gizeh pour couper la retraite aux Mamelouks et les enfermer dans Mbabé. Mourad Bey vit le danger. Il lança sa cavalerie successivement sur les carrés français. 6000 Mamelouks se précipitèrent au grand galop. À 50 pas, une décharge générale leur infligea d'énormes pertes. Pendant ce temps, les colonnes commandées par les généraux Bon et Rampon enlevaient les retranchements d'Mbabé et y faisaient un grand massacre. Beaucoup de ceux qui n'avaient pas trouvé la mort voulurent traverser le Nil, mais un grand nombre fut tué par un bataillon de carabiniers. Beaucoup d'autres se noyèrent. À cette vue, Ibrahim fit mettre le feu à sa flottille et se retira précipitamment, tandis que Mourad s'enfuyait dans le désert avec ce qui lui restait de Mamelouk. Le plus grand chroniqueur arabe de l'époque, El-Gabarti, qui était un homme très cultivé, astronome entre autres, comprit aussitôt l'importance de cette défaite. Ce spectacle, écrit-il, signifiait beaucoup plus que l'épilogue d'une bataille. Il marquait l'écroulement d'un monde. Le 5 Thermidor, les Cheiks firent leur soumission. Et 3 jours plus tard, Bonaparte effectua son entrée solennelle dans la ville. Il adressa la proclamation suivante au peuple du Caire. Peuple du Caire, je suis content de votre conduite. Vous avez bien fait de ne pas prendre parti contre moi. Je suis venu pour détruire la race des Mamelouks, protéger le commerce et les naturels du pays. Ne craignez rien pour vos familles, vos maisons, vos propriétés, et surtout pour la religion du prophète, que j'aime. Bonaparte manipulait à merveille le discours politique. Le Caire est décidément une ville pleine de surprises. Cet homme, par exemple, qui agite un drapeau, dresse en réalité des pigeons. Depuis toujours, les Égyptiens élèvent ces oiseaux. Leur fiente est un engrais recherché et le pigeon grillé demeure un plat national. Curieux cimetière. Je me demande combien de victimes de la bataille des pyramides sont ensevelies ici, à côté du champ de bataille. En fait, très peu. Le Nil a joué le rôle de fossoyeur. Le 14 Thermidor, je me rends à la tour d'Abou Mandour, d'où l'on découvre la baie d'Aboukir. En arrivant sur place, je suis plutôt surpris. Je ne vois pas la tour dont parlaient Denon et De Villiers. Je ne pense pas qu'ils aient confondu avec ce minaret, parce que même de son sommet, la baie d'Aboukir reste invisible. 2 gravures me donneront la clé de cette énigme. Au-dessus de la mosquée, sur la dune, se dressait une tour qui a disparu depuis. C'est peut-être De Villiers que Denon a représenté avec une longue vue. En tout cas, de là-haut, il se trouvait à vol d'oiseau à quelques kilomètres des flottes françaises et anglaises. De quoi suivre de loin, mais en direct,
un événement décisif de la campagne d'Égypte, la bataille d'Aboukir. Nos vaisseaux embossés, c'est-à-dire solidement amarrés et alignés, laissaient 2 passages aux Anglais. Nelson s'en aperçut et ordonna aussitôt à la tête de son escadre d'opérer un mouvement tournant. En fin de compte, ce n'est pas Nelson qui a décidé de la tactique, mais c'est son chef de file, le commandant Follet, qui a improvisé et attaqué la ligne française entre la côte et la ligne pour pouvoir la prendre en tenaille. Nelson est furieux, ça fait 70 jours qu'il court après les Français et il veut en découdre immédiatement. Il est pourtant en position d'infériorité, il n'a que 10 vaisseaux disponibles, il va faire nuit, il n'a pas de plan de la baie et en dépit de tous ces éléments, il va attaquer. Les bâtiments français sont reliés les uns aux autres par des filins, par des chaînes et ils sont obligés de subir la manœuvre anglaise. Donc les Anglais, peu à peu, vont donc détruire morceau par morceau l'escadre française. À partir de là, l'Orient, qui a déjà perdu finalement son amiral, puisqu'il a été vers 19h coupé en 2 par un boulet, va être ravagé par l'incendie et vers 22h il explose. C'est un événement exceptionnel, un vaisseau amiral qui explose, c'est le bâtiment le plus puissant du monde qui est en service à ce moment-là, et pendant un quart d'heure il va y avoir un silence. Nelson, qui est blessé, va monter sur le pont et ordonner que les Anglais donc, sauvent les marins français qui sont à ce moment-là naufragés. Il y a 1700 morts du côté français, 1700 blessés, 3000 prisonniers que Nelson va relâcher parce qu'il ne peut pas les nourrir. C'est un désastre comme il y en a rarement eu dans l'histoire, puisqu'il y a 80% de la puissance de feu qui est détruite. C'est vraiment une bataille de destruction très dure, comme il n'existait pas au XVIIIe siècle. Eh bien, nous voilà dans l'obligation de faire de grandes choses. Nous les ferons. De fonder un grand empire. Nous le fonderons. Lança Bonaparte pour répondre au découragement des membres de l'expédition. 29 Thermidor. La germe qui nous conduit au Caire met à la voile à 8 heures du soir. Nous remontons le Nil avec rapidité. À la pointe du jour, nous arrivons à Boulak. C'est le port du Caire. Dès son arrivée, Villiers apprend qu'il doit loger dans une des maisons qui abriteront le futur Institut d'Égypte. Nous nous y transportons avec nos effets sur des ânes. Ces animaux dont tout le monde se sert sont au Caire ce que les fiacres sont à Paris. D'ailleurs, quand j'arrive, l'ordre du jour est le suivant. Il s'est produit plusieurs accidents dans les rues du Caire par la vitesse avec laquelle on fait courir les ânes. Tous les Français, et notamment les militaires, doivent aller plus doucement à travers la foule pour les éviter. Ils sont prévenus qu'en cas d'accident et de plainte, ceux qui auront causé quelques dommages seront condamnés à le payer. Les militaires, pour se venger des savants, traiteront les ânes de demi-savants. Et le demi est particulièrement savoureux. Le lendemain, je suis allé voir le nilomètre. Il ne date très probablement que du temps des Arabes. C'est une colonne octogone de marbre avec des divisions gravées qui permettent de suivre les progrès de la crue. Tous les jours, le cheikh chargé de garder le nilomètre fait publier la hauteur du Nil. Mais tous les jours, les chiffres sont faux. Tantôt pour que le peuple ne craigne pas la disette, tantôt au contraire, pour que le pacha ne connaisse pas la bonté de la crue et ne puisse alors augmenter les impôts. Aujourd'hui, la politique de l'eau fortement planifiée crée une situation inverse. Le gouvernement égyptien fixe d'abord les quantités d'eau nécessaires à l'irrigation avant de s'inquiéter du niveau des ressources.
poursuis ma visite du Caire. Les façades des maisons sont bien originales. Souvent, les croisées sont aussi grandes que la pièce. Elles peuvent s'avancer en balcon et ont toutes pour fermeture des grilles en bois fort joliment travaillées que l'on appelle moucharabiées. En menant moi-même ma petite enquête, j'ai appris qu'il n'existait pas vraiment d'architecte. Les artisans se débrouillent bien souvent pour relier entre eux des espaces séparés, qui sont autant de décors indépendants. Ici, la coupole accentue le volume de la pièce, permettant à l'air de circuler. Il y fait frais, et il me semble entendre l'eau dans le bassin de marbre. L'islam reste très présent, même dans ce souk touristique. On est loin du choc culturel que note Villiers dans son journal. Nos habits verts choquent beaucoup les musulmans. En effet, le vert est réservé aux descendants de Mahomet. Le vert aujourd'hui a plutôt la couleur du dollar. Du coup, le regard a changé. On ne voyage plus, on consomme. Le tourisme a achevé de banaliser l'artisanat local. Au fond, le fric l'emporte sur l'authentique. À peine installé au Caire, Bonaparte crée l'Institut d'Égypte, une académie savante sur le modèle de l'Institut national à Paris. On réquisitionne 4 palais magnifiques avec des jardins, et là, parmi les 160 savants et artistes, on choisit une quarantaine, les plus éminents, et on leur confie des tâches. L'Institut d'Égypte, les savants de la Commission des sciences et des arts, tout le monde vit dans cette sorte de cité académique d'où l'on part pour les missions, où l'on revient avec ses notes, ses observations, les collections rapportées, et qui est donc le moteur intellectuel de l'aventure savante qu'a voulu Bonaparte. Les savants vont prendre possession des lieux et pour certains d'entre eux apporter leur contribution, tel le cadran solaire conçu par l'astronome Nicolas Nouet et qu'un autre Nicolas, Ponté, représentera dans une belle aquarelle. Ces palais vont abriter cette académie coloniale et on choisira le salon du harem du palais d'Hassan Kachef pour servir de salle des séances. 4 sections de 12 personnes, mathématiques, physique, économie politique, littérature et art. Au total, 48 personnes, c'est un total qui ne sera jamais atteint. On leur demande d'étudier l'Égypte sous tous ses aspects. On leur demande d'apporter, comme on dit, la civilisation aux Égyptiens. Et puis, on leur demande de répondre aux questions très pratiques de l'état-major. L'Institut d'Égypte, c'est en même temps pour Bonaparte un instrument de gouvernement. Et la suite de ce qu'il a inauguré à bord de l'Orient, lorsqu'il parlait de son institut, c'est-à-dire de celui qui devait porter sa marque. La maison d'Ibrahim El Sinari est la seule demeure sur les 4 de l'Institut d'Égypte qui existe encore. Elle est en train d'être restaurée par l'architecte Bernard Maury. Selnari était d'origine nubienne. Il était bawab, gardien de maison, gardien d'immeuble. Et comme c'était quelqu'un d'intelligent, il s'est mis au service des Mamelouks qui se partageaient l'Égypte à l'époque. Donc il y avait Ibrahim d'un côté et Mourad Bey de l'autre. Et comme Mourad Bey était un personnage très riche, Ibrahim Selnari en avait à sa fortune et donc s'est mis à son service et lui a soutiré pas mal d'argent. Moi d'ailleurs, c'est bon service bien sûr. Dans cette maison, Monge y a séjourné, Jollois et d'autres personnages célèbres, bien sûr. Et on est dans une pièce, là, ici, qui est une pièce de réception. Et ce qui est intéressant, c'est que Jollois et Fèvre, qui ont fait les plans de cette demeure, lorsqu'on compare l'état actuel de la maison avec les plans d'origine, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment aucune transformation de la demeure. Finalement, cette maison est le seul endroit où je sois sûr que Villiers a habité. Et là, où est-ce qu'on arrive? Cette grande pièce, qui est orientée vers le nord, a servi pour l'occasion d'atelier pour le peintre Rigaud. Rigaud qui a accompagné donc les savants et qui a peint tous les grands personnages de l'époque, à commencer par tous les cheikhs qui faisaient partie du Diwan.
C'est un peintre très réaliste et à ce sujet, il y a une anecdote assez amusante. Il a peint entre autres des Nubiens et lorsque Rigaud a commencé à donner de la couleur sur son dessin, les Nubiens ont été effrayés et sont partis en disant « Oh, mais il m'a pris ma tête, oh, il a pris mon bras ». Ils voyaient apparaître le dessin et donc ces gens-là ont pris peur totalement. Geoffroy Saint-Hilaire, notre naturaliste, m'a demandé de ramener des autruches dans le jardin de l'Institut afin de les étudier tout à son aise. Il y en a quelques-unes dans les maisons des notables du Caire. J'ai déjà été en chercher une chez l'Aga des Janissaires. Aujourd'hui, je devais aller à la citadelle chez le Pacha pour en prendre une autre, mais les gens de la maison, en l'absence de leur maître, l'avaient mangée. Je suis monté ensuite sur l'esplanade où on est en train de placer une batterie de canons et de mortiers. On voit les pyramides, le Sphinx et le désert, mais aussi Boulak, le Nil et tout le Caire. Comté et d'autres savants ont su voir et comprendre la civilisation islamique. De Villiers, lui, passera à côté de cette Égypte musulmane, ne regardant que l'Égypte des pharaons. La même cécité frappe la plupart des touristes d'aujourd'hui qui croient à faire l'Égypte le temps d'une croisière entre Luxor et Assouan. Descendu de la citadelle, je me retrouve sur la place Salah el-Din pour voir de plus près la mosquée Sultan Hassan. À l'abri de ses murs et de son minaret, elle cache une vaste cour à ciel ouvert où trône une imposante fontaine. Lors de l'expédition de Bonaparte, Dutertre a dessiné cette mosquée et cette place, qui s'appelait alors El Roumélé. La pollution n'avait pas encore sali les bandes rouges et blanches qui ornent toujours les façades. Dutertre a alors esquissé une multitude de personnages qui seront achevés plus tard à Paris par le graveur Duplessis-Berthaud. Bonaparte fonde le Diwan dans le souci de ne pas apparaître comme le gouverneur militaire d'une nouvelle colonie de la République et pour que ce soit des Égyptiens eux-mêmes qui parlent aux Égyptiens, qui sont ou des professeurs de la mosquée Al-Azhar, des docteurs de la loi, ou des notables, notamment par la fortune du Caire, que l'on réunit très fréquemment et qui vont servir de, je n'oserais pas dire de courroie de transmission, mais enfin de porte-parole, d'interprète de la volonté française vis-à-vis de la communauté égyptienne. Il y a près de ce diwan un commissaire français qui sera d'abord double. La fonction sera d'abord occupée par les inévitables et éternels Monge-Berthollet. Nous apprîmes avec Dubois-Aimé qu'il se préparait une excursion pour aller visiter les pyramides. La chose était tenue secrète. Nous passâmes le Nil et allâmes à Gizeh pour nous rendre aux pyramides. Monter dessus la plus grande fut notre premier élan. Du bas, Bonaparte excitait tout le monde. Ce fut Monge qui, malgré ses 50 ans, arriva le premier en haut. En fait, malgré certaines représentations, le général n'est jamais monté au sommet d'une des grandes pyramides. À notre grand étonnement, nous trouvâmes au sommet une plateforme de 30 pieds en carré, alors que de loin, cette pyramide paraît finir par une petite pointe très aiguë. L'ascension est pénible. Il faut escalader des gradins qui ont de 2 à 3 pieds de hauteur. En descendant, j'eus encore le temps d'entrer à l'intérieur.
Bonaparte y avait renoncé parce qu'il fallait se mettre à plat ventre pour passer sous la pierre de fermeture. En tout cas, l'ampleur de la galerie haute émerveilla tout le monde. Une fois sortis, savants et militaires, Desaix, Kléber, Bonaparte et Vivant de Noue assistèrent à l'ouverture d'un sarcophage avant de découvrir dégagée de ses bandelettes la tête d'une momie. Des bandelettes aux devinettes, il n'y a qu'un pas. Ils allèrent interroger le sphinx. Jérôme a traité ce sujet dans un tableau intitulé avec humour « Oedipe ». Quand je pense que c'est ici que De Villiers a passé ses examens de Polytechnique devant Monge. Moi aussi j'en ai un qui m'attend, mais à Paris, loin des poussières du Caire. Les Égyptiens n'ont toujours pas compris ce que les Français étaient venus faire en Égypte. On fait nettoyer les rues. Ils ne comprennent pas. Les Français suppriment les portes des quartiers. Les Égyptiens sont persuadés, les habitants du Caire, qu'on leur en veut. L'Égypte, à cette époque-là, est un pays qui est endormi depuis des siècles. Et il est brutalement confronté à cette invasion technique. Alors il y a tout ce choc culturel, cette incompréhension qui fait que la population du Caire va se soulever. Les Français sont pris de court, ne s'attendaient pas à ça, pas de cette façon, et réagissent avec retard et ensuite très violemment. Les 30 Vendémiaires, la ville du Caire est en révolte. 2 de mes camarades sont massacrés dans la maison de Caffarelli. Beaucoup d'instruments de physique étaient déposés là, ils ont tous été mis en morceaux. Dans le quartier de l'Institut, nous nous mettons en défense. Je suis resté longtemps en faction près d'un petit pavillon à l'extrémité du jardin de l'Institut, dans un isolement peu rassurant, en butte aux cris et aux menaces des femmes des environs. À l'intérieur des bâtiments, une centaine de savants dirigés par Monge, après que Dolomieu eut refusé le commandement, barricadent toutes les issues. Sur place, 2 noms écrits. Tous les savants se mirent sous les armes. On nomma des chefs. Chacun avait son plan, mais personne ne croyait devoir obéir. À l'aube, les troupes françaises contre-attaquent. Depuis la citadelle, Bonaparte ordonne aux artilleurs de tirer au canon. Au prix d'un massacre, les soldats récupèrent le centre de la ville. La mosquée d'Al-Azhar, à l'origine de l'insurrection, demeure le dernier foyer de résistance. Tandis que les boulets s'abattent, un terrible orage éclate, renforcé par de violents coups de tonnerre. Le présage est d'autant plus funeste pour les insurgés que de telles intempéries sont rares au Caire. L'assaut est donné. C'est une véritable boucherie. L'arabe Gabarty en fait le récit suivant. Ils entrèrent dans la mosquée d'Al-Azhar à cheval. Il y avait là avec eux des fantassins, qui étaient comme des boucs des montagnes. Ils s'égayèrent dans la cour intérieure et l'enceinte réservée. Ils attachèrent les chevaux à la Qibla. Ils saccagèrent les salles attenantes et les dépendances, brisèrent les lampadaires et les veilleuses. Ils s'emparèrent de tout ce qu'ils trouvèrent. Ils jetèrent au rebut les livres et les volumes du Coran, marchant dessus avec leurs chaussures. Ils souillèrent les lieux d'excréments, d'urine et de crachats. Au péril de sa vie, l'orientaliste Marcel parvient à sauver du carnage quelques précieux manuscrits. Cette émeute a fait 2000 victimes chez les Égyptiens, 300 chez les Français. Bonaparte décide de nous regrouper dans le même quartier, dont la protection est renforcée, entre autres, par les forts qui entourent la capitale. Après la répression, sanglante, vient cependant l'heure du pardon. Mais, comme le dit Denon, n'anticipons pas sur les événements. À la guerre, il faut jouir du moment, puisque celui qui suit
n'appartient à personne.